Quels impacts ont les évolutions numériques dans le e-commerce? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Donc pour en parler, François Costa de Beauregard, directeur général adjoint pour la France de Criteo. Rebonjour, donc Rebonjour. Criteo, une belle réussite française. Alors si je devais résumer votre activité en 2 mots, Criteo, ça propose donc à vos clients des publicités display optimisées et générées en temps réel, mais avec en plus de ça une fonction prédictive. Vous êtes aujourd'hui capable de prévoir, alors évidemment avec une marge d'erreur, si un internaute va ou non effectuer un acte d'achat, et si oui, quand est-ce qu'il va le faire? Voilà, c'est vraiment la clé de notre modèle, c'est l'algorithme et la donnée qui est derrière. On le fait sur des bannières, mais on le fait aussi sur des emails. On est maintenant multicanal. Mais c'est exactement ça, c'est un modèle publicitaire ciblé et personnalisé pour apporter des ventes. Et alors, pour en discuter également à nos côtés, Emery Jacquia, donc président de Camif Matelsom. Donc vous avez commencé par lancer Matelsom avant de racheter la Camif. On va s'intéresser à l'histoire de la Camif. Donc c'est un nom qu'on connaît tous, qui a été créé en 1947 par des enseignants, qui était spécialisé au départ dans la vente par correspondance sur catalogue, mais qui s'est ensuite lancé sur Internet, qui a ouvert des magasins physiques, et qui, pour diverses raisons, et notamment, je pense, on peut dire un virage numérique mal accompagné, a déposé le bilan en 2008. Et c'est à cette époque-là que vous décidez de racheter la Camif avec l'intention d'en faire un pure player du numérique. Exactement, c'est ce qu'on a fait en 2009. On a relancé la Camif sur Internet en reprenant évidemment la base des clients historiques qui étaient très attachés à cette belle marque qui est la Camif, et en recentrant l'offre sur l'équipement de la maison, sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable, qui sont les 3 piliers aujourd'hui de notre différence. Alors, je vous ai coupé tout à l'heure et vous allez avoir l'occasion de nous le redire. On a entendu les chiffres encourageants. Donc, le e-commerce en France et même dans le monde, ça prend de l'ampleur. Absolument, et ça va très vite. Je vais prendre un exemple simple. Quand on a relancé le site de la Camif, c'était le 1er juillet 2009. On a refait depuis le 1er juillet 2009 3 fois le site internet. On l'a refait une première fois en 2012 pour se mettre sur des technologies open source, pour avoir de l'agilité, de pouvoir intégrer très rapidement des nouvelles fonctionnalités, pour enrichir notre expérience client rapidement, parce que les usages vont très vite. Le chat, par exemple, voilà, il y a des pour modules pouvoir de interagir chat directement avec les clients. Exactement, et puis on n'allait pas redévelopper le chat tout-même, donc la solution open source nous semblait une bonne option. Et à ce moment-là, en 2012, on avait sans doute 0,5% de notre trafic qui venait des tablettes et des mobiles. Un an plus tard, on était à 20%. Aujourd'hui, on est à 30% de notre trafic qui vient des tablettes et des mobiles. Révolution, on doit refaire entièrement les sites internet. Et l'année dernière, on relance tout ça totalement. toute la plateforme pour s'adapter à la nouvelle navigation. Et c'est très encourageant, même si c'est un rythme aussi qui est soutenu, qu'il faut pouvoir suivre. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres en même temps et qu'il faut être très concentré sur notre cœur métier. C'est pour ça que je suis content d'avoir fait le choix de relancer la Camif uniquement sur Internet il y a 6 ans. Alors François Costa de Beauregard, vous travaillez avec plusieurs sites marchands, même beaucoup de sites marchands. Quel est votre regard sur le e-commerce et quelle est la part du e-commerce sur l'ensemble des transactions et quelle est la part du mobile, donc on le disait, qui prend de l'ampleur? Alors, beaucoup de questions. Déjà, le e-commerce, c'est un secteur qui est en croissance. On voit là les chiffres que viennent de proposer la FEVAD. C'est un secteur qui va recruter, donc l'initiative de François Hollande va dans ce sens-là. Et le moteur actuel, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment le mobile sur l'e-commerce qui vient apporter un souffle supplémentaire. Nous aussi, chez Criteo, il a fallu qu'on se recentre en 2013 sur les activités mobiles parce qu'on a vraiment bien compris que le e-commerce allait se structurer à partir du mobile. Ça ne veut pas dire qu'on arrête évidemment le e-commerce sur les ordinateurs, mais le mobile devient de plus en plus central dans les démarches d'achat. Simplement, c'est le premier écran, le mobile, ou ça reste un deuxième écran? Ça reste un deuxième écran, mais il devient un écran de plus en plus influent. Alors, il y a peut-être quelques chiffres pour essayer de comprendre ça. D'abord, dans le monde aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est 34% des transactions e-commerce se font via le mobile. En Asie, c'est-à-dire en Corée, au Japon, on monte à 50%. Au Royaume-Uni, on a 45%. Et en France, on est beaucoup plus bas qu'eux. On est à 21%, mais c'est déjà une transaction sur 5. L'autre observation qui nous fait réfléchir là-dessus, c'est qu'il y a toute une génération qui arrive, qui a un comportement digital, c'est-à-dire qui a une relation avec Internet uniquement via son smartphone, qui ne sert même plus à téléphoner. Il ne sert qu'à avoir un accès à Internet. Ça ne veut pas dire que toute leur vie seront comme ça, mais déjà, ça va avoir une forte influence dans les années qui viennent. Je voudrais aussi compléter ce propos pour dire, nous on est reparti de la base de clients historiques de la Camif qui avait un profil d'âge moyen à peu près 55 ans, et quand on a dit qu'on relançait uniquement sur Internet, qu'on n'allait pas refaire le gros catalogue de 800 pages ni réouvrir 12 magasins, on a eu pas mal de clients qui étaient un peu perturbés parce qu'ils n'étaient pas très habitués à manipuler une souris. Ni même un ordinateur. Ces mêmes clients qui ont donc 6 ans de plus, puisque ça fait 6 ans qu'on a relancé, ils vont sur Internet directement par les mobiles, par les smartphones, par les tablettes,
parce que c'est facile. C'est beaucoup plus facile de se servir d'une tablette que d'un ordinateur. Et ce qui est très encourageant, c'est que cette population un peu plus senior, eh bien, elle se convertit à l'Internet, et c'est aussi un énorme levier de croissance sur le e-commerce. C'est toutes ces seniors qui vont se convertir à l'achat en ligne grâce au mobile et aux tablettes. Alors on parle de mobile, on parle de tablettes, on parle d'ordinateurs, mais également de magasins physiques. Finalement, en fait, on a l'impression que le maître mot, c'est un peu le cross-canal. Il faut être présent partout et il faut avoir des stratégies pensées pour être présent partout. Comment est-ce qu'on crée une stratégie cross-canal efficace quand on fait du e-commerce ? Alors, bonne question. Comment on fait... Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est est-ce qu'il faut être présent partout? Je pense pas. Je pense qu'il y en a qui ont besoin d'être présents partout parce que ça correspond à leur marque, à leurs besoins, à leur logique de stock, et d'autres qui ont besoin de se spécialiser. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près, c'est les chiffres de la FEVAD aussi, 3/4 des sites de vente en ligne, au sens large, qui ont une enseigne physique. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, c'est quand même intéressant d'essayer de pouvoir créer des synergies, au moins des interactions et une influence entre ces deux canaux. C'est-à-dire que je crois que l'année dernière, il y a à peu près une boutique sur 2 qui appartenait à ces sites de vente en ligne qui considérait qu'elle avait eu un bénéfice, soit par la fréquentation, soit sur son chiffre d'affaires, via les sites digitaux. Donc oui, il faut essayer de créer une interaction pour ces gens-là. Mais je pense qu'il y a plusieurs stratégies possibles. C'est-à-dire qu'ils commencent par aller sur Internet, ils identifient un produit et ensuite ils vont l'acheter en boutique. On va voir les deux, il y a plusieurs comportements. Il y a effectivement ce comportement-là qui est peut-être le comportement d'origine, où le site e-commerce servait d'abord plus de catalogue avant de se rendre en magasin. Maintenant, c'est peut-être le smartphone qui sert à comparer ses prix dans les magasins. Il y a le click and collect. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% des transactions e-commerce dans le monde qui impliquent au moins 2 écrans différents. Et bien, si c'est avec 2 écrans différents, on peut imaginer que parfois il y a un écran qui est utilisé pour ensuite un achat en magasin. Emery Jacquia, vous n'êtes présent que sur Internet, donc un pure player comme on le disait tout à l'heure. Quel est votre avis face au cross-canal? Vous l'utilisez également? Non, mais je crois qu'on ne peut pas être présent et bon partout. Je crois que l'important, c'est d'être bien concentré sur la proposition de valeur qu'on apporte à nos clients et comment on peut enrichir l'expérience client. Nous, sur Internet, par exemple, on va beaucoup plus loin qu'un magasin. On peut, avec l'innovation de conso-localisation qu'on a lancée il y a 3 ans, choisir un produit en fonction du lieu de fabrication, s'intéresser à donner son pouvoir d'achat à un fabricant local, faire moins de kilomètres au produit, favoriser l'emploi local. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans un magasin. On offre une traçabilité, on offre des vidéos de contenu sur nos fabricants, sur la façon dont ils travaillent, sur la façon dont il faut de l'éco-conception, qui vont beaucoup plus loin que le discours d'un vendeur dans un magasin. Et je crois que nous, notre intérêt en tant que pure player, c'est comment on peut, sur Internet, créer davantage de valeur, offrir davantage de valeur. Et je ne suis pas certain que les grands pure players aient vraiment beaucoup d'intérêt à aller ouvrir des magasins. Je n'ai pas encore vu de magasin Amazon et ça ne les a pas empêchés de bien se développer. Et là, encore une fois, c'est comment on apporte de la valeur à notre client, comment on y répond à travers les différentes interfaces, parce qu'on a beau être pure player, il faut savoir gérer le mobile, la tablette, qu'est-ce qu'on fait avec un mobile de différent que l'on fait avec un ordinateur. Est-ce qu'on propose le même service sur le mobile, la tablette ou l'ordinateur, ou est-ce que c'est 3 canaux différents avec 3 expériences différentes? On adapte, je pense qu'il y a les sites qui sont en responsive design, mais nous on a voulu aller encore un peu plus loin pour, sur le mobile, avoir quelque chose de vraiment plus spécifique, plus fluide en termes de navigation que le site de responsive. Donc je crois après que quand on voit la taille des écrans des téléphones mobiles aujourd'hui... Forcément, on va avoir une expérience différente. Aujourd'hui, on essaye de tendre vers la même chose. On essaye de déjà aligner les écrans entre eux. C'est assez compliqué en fait. On voit quand même, c'est 24% des sites de vente en ligne aujourd'hui qui sont les seuls à avoir un système de paiement sur téléphone, que ce soit application ou web mobile. Donc déjà, ne serait-ce que d'arriver à aligner les 3 écrans, c'est quelque chose, avec la même qualité d'expérience. Puis une fois qu'on maîtrisera ça, on peut imaginer qu'on va commencer selon la taille des paniers, selon la durée d'expérience, etc. etc. C'est vrai qu'on n'utilise pas exactement ces écrans de la même manière, même quand on les utilise pour une même marque. Alors, on parle des différents écrans, on parlait du mobile et vous m'avez parlé de comparateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le site marchand est toujours la première entrée vers le produit ou est-ce que les comparateurs sont en train de se mettre devant le site marchand? Je ne suis pas le mieux placé pour y répondre. Non, je crois que ce sont les sites marchands qui toujours sont les devant. Sites marchands. Enfin, en premier lieu, ce sont les moteurs de recherche, dont un particulièrement, et puis ensuite les sites marchands. Voilà, j'arrive plutôt dans la fin du processus qu'en amont, voilà. J'ai une vision qui est assez tronquée. Alors,
L'histoire de la Camif est quand même une belle histoire et il y a quelque chose moi, qui m'a frappé quand vous me l'avez raconté avant l'émission, c'est cette histoire de e-réputation. On parlait du droit à l'oubli tout à l'heure. Donc vous rachetez la Camif en 2008, Emery Jacquilla, et quand vous rachetez la Camif, donc, qui a déposé le bilan, elle souffre d'une très mauvaise presse parce que vous avez 25 000 clients de l'ancienne Camif qui ont perdu de l'argent. Comment est-ce que vous avez réussi à renverser la balance et finalement vous offrir une belle e-réputation alors que vous partiez avec des bâtons dans les roues? Pour moi, c'était juste inenvisageable de réouvrir le site marchand sans adresser ce sujet-là des 25 000 clients qui avaient payé leurs commandes, qui n'avaient pas été livrés. En même temps, on n'était pas responsable non plus de leur situation. Donc, on s'est dit comment on fait. D'abord, la première des choses, c'est qu'on a été extrêmement transparent dans notre démarche. Et on a expliqué tout ce qui s'était passé entre le dépôt de bilan et l'accord du tribunal de commerce pour notre projet de relance de camif.fr. On a ouvert un blog, on a été très transparent sur nos intentions, sur qui on était, ce qu'on voulait faire et quel était notre projet pour la Camif. Et ça a permis à beaucoup de gens, on a eu 100 000 visiteurs sur le blog, de s'exprimer en disant combien ils étaient contents ou au contraire de dire attendez, moi j'ai perdu de l'argent. Oui, mon argent. Alors, pour les 25 000 qui ont perdu de l'argent, on a adressé un courrier à ces 25 000 personnes en leur disant voilà qui on est, voilà ce qu'on veut faire. On sait que vous êtes, en plus ce sont des clients généralement les plus fidèles, les plus attachés qui à ce moment-là sont tombés. Et on leur a proposé d'activer une carte de remise à vie de 7% sur camif.fr. Et à notre grande surprise, on a eu 40% de gens qui ont activé la carte sur Internet et c'était pour nous un premier signe très fort de l'attachement des clients à la marque. Mais ça n'aurait pas marché, on n'aurait pas pu relancer sans avoir eu cette démarche vraiment de transparence et Internet permet ça. C'est-à-dire que voilà. Et ça fonctionne, c'est nos premiers clients en 2009, ça a été des clients qui ont perdu de l'argent en 2008. Donc vous avez totalement retourné en fait ceux qui, retourné, le terme est un peu familier, mais des gens qui au contraire auraient pu vous faire subir une mauvaise presse sont devenus votre première base de clients de Camif 2.0 finalement. Oui, absolument. Et puis ensuite on a refait la conquête progressivement de tous les clients qui avaient une adresse email, puis ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui on est assez fiers parce qu'on a plus de 60% de nos clients qui ne sont pas d'anciens clients historiques de la Camif, mais qui viennent sur camif.fr parce qu'ils trouvent une façon de consommer différentes, plus responsables, qui savent d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués. Alors on a Yo-Yo qui nous pose une question, comment faire pour résister face à Amazon ? Messieurs. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le e-commerce a un marché important, donc on peut avoir différents positionnements et différentes places. Nous, à la Camif, on ne se bat pas sur le premier prix. On a pris le parti de choisir la qualité, de choisir la fabrication française, de choisir des produits durables. Et donc ça, évidemment, c'est très différent de ce qu'on peut trouver sur Amazon avec des produits qu'on fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez vous. Nous, on favorise le local. Et donc, je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est comment on apporte une proposition de valeur qui est clairement différenciante parce que sinon, on se bat sur le prix. Et là, par rapport à des géants, Amazon, mais aussi en France, Cdiscount, on ne fait pas le poids. François Costa de Beauregard, sur un site internet, le Graal de tout e-commerçant, c'est le clic. Comment est-ce qu'on en arrive à faire cliquer l'internaute sur j'ai envie d'acheter ce produit ? Alors pour faire cliquer l'internaute, il faut lui apporter de la valeur. Et il faut essayer, quand on est sur le plan de la publicité, il faut essayer de construire une publicité qui soit pertinente. C'est-à-dire que ce qu'on va lui raconter, ce qu'on va lui présenter suscite de l'intérêt. C'est tout l'enjeu pour nous de notre algorithme. Notre algorithme, parce que l'internaute est venu sur le site, parce qu'il a une visite qui a été plus ou moins profonde dans le site, parce qu'il a manifesté un intérêt plus ou moins profond pour certains produits, on va être capable de prédire s'il va cliquer, s'il va acheter, parce qu'on est capable via la donnée, de comprendre et de chiffrer cet intérêt de quelque manière. Donc je pense que c'est vraiment l'intérêt, la valeur ajoutée du message et en l'occurrence de la publicité pour nous. Donc si l'internaute a de l'intérêt, montre de l'intérêt sur le site, finalement c'est lui rappeler qu'il a eu de l'intérêt jusqu'à ce qu'il finisse par se dire ah oui effectivement ça m'intéressait donc j'ai envie d'acheter ce produit. Je pense que quand on est dans une démarche d'achat, c'est une démarche qui peut durer un certain temps. Ce qui est parfois un peu le drame des e-commerçants, parce qu'il est là, l'internaute est là, il a vu le produit, parfois même il l'a mis au panier et puis il est reparti. Et il s'en va. Il s'en va. Et alors, il peut y avoir plein de raisons. Je pense que la plus classique, la plus standard, dès qu'on est sur des produits un peu chers, c'est qu'on compare. On compare beaucoup. Après, de retrouver l'internaute, s'il vient acheter, c'est parce qu'effectivement, on s'est rappelé à son bon souvenir et qu'il considère que c'était quand même la meilleure offre qu'on vient lui présenter puisqu'il en a vu d'autres. Alors, vous parliez de data. Comment est-ce qu'on peut maîtriser cette data qui est finalement quelque chose de clé sur un site de e-commerce ? Est-ce que par exemple, on est obligé d'internaliser la fonction de la data, Emery Jacquilla ?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, tous ces métiers qui tournent, qui gravitent autour du big data, du e-commerce, sont des sujets très complexes, de plus en plus complexes. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. C'est une sorte d'accélération phénoménale. Et que même nous, en étant pure player, on ne peut pas suivre. Donc, notre conviction, nous, dès 2009, c'était de dire, on est dans une transition numérique qui s'accélère. Il faut être le plus agile possible, le plus concentré sur un cœur de métier. Nous, c'est l'offre, comment on apporte une offre qui fait la différence et comment on apporte de la valeur dans cette offre à nos clients. Et puis, on a décidé d'externaliser, donc de faire appel aux meilleurs prestataires selon les projets. On travaille par exemple avec Criteo. Avec Criteo, ouais. Parce que le big data, si vous voulez, pour nous, c'est un gros mot. On ne sait pas ce que ça veut dire. On sait qu'on récolte beaucoup de données sur nos sites internet, c'est sûr, mais comment ces données qu'on récolte, elles créent de la valeur pour le client. Il faut toujours se penser au client. Et en fait, la valeur qu'elle apporte, c'est qu'on envoie, nous, beaucoup de newsletters et qu'un client qui a 40 ans d'âge moyen, qui arrive sur le site pour la première fois de la Camif et qui va visiter une chambre enfant, le lendemain, il ne se retrouve pas avec une newsletter pour un fauteuil relax qui vise plutôt des populations plus seniors. Et donc là, on apporte de la valeur parce qu'on limite la pression publicitaire, on limite la pression email parce qu'on utilise justement des données et des sociétés, en plus quand elles sont françaises, on est très content, qui utilisent de manière intelligente la donnée. François Costa de Beauregard, une dernière question. Le e-commerce demain, avec votre vision générale, vous le voyez comment ? Alors, je vais un peu me répéter, mais je le vois quand même vraiment structuré autour du mobile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que le mobile, mais le mobile va être le point central puisque c'est l'outil qu'on va le plus utiliser, nous, en tant qu'individu, a fortiori en tant qu'internaute et aussi donc, en tant qu'acheteur sur les sites internet. Donc, je pense que le premier élément, c'est vraiment le mobile. Et après, si les choses se passent à peu près comme elles se dessinent aujourd'hui, mais ça va quand même être long et compliqué, c'est est-ce qu'il va y avoir des ponts qui vont se créer entre le digital et les magasins physiques en passant par le mobile. C'est vraiment ce grand mouvement. Voilà. En tout cas, c'est sûr que le commerce se digitalise et ça passera par le mobile. Ça passera par le mobile. Emery Jacquilla, vous partagez cette... Moi, je partage évidemment l'importance du mobile, mais je dirais que le e-commerce va devenir plus humain. Et en fait, on parle d'URL quand on parle d'un site internet et nous, on fait aussi de l'IRL, de in real life. Par exemple, on a lancé cette année, enfin l'année dernière, et on l'a refait cette année, un tour du Made in France de la Camif, où on invite nos clients locaux à visiter des usines de fabricants français avec nos salariés. Ça, c'est des moments où on crée beaucoup de liens, on rencontre nos fabricants, on rencontre nos clients et les salariés sont là au milieu de tout ça. Ça crée beaucoup de valeur et c'est pas de l'internet, ça. Mais vous voyez, l'internet, ça crée des liens dans la vraie vie et c'est ça qui est important et je crois que c'est aussi une des voies très intéressantes du développement et de l'appropriation par tous de ces moyens Internet, donc, moderne, voilà. Plus de proximité et plus d'humanité grâce à Internet finalement. Ouais. Merci messieurs, vous restez avec nous et on passe tout de suite au pitch de la semaine.